Chers amis auditeurs de la 107.1 Central FM, nous avons le plaisir de vous présenter notre émission C'est Politique qui reçoit aujourd'hui M. Cheikhou Gueye, enseignant analyste politique, professeur d'anglais de géopolitique à l'ISM, prof de Sciences Po comme tuteur à l'IEVS, vacataire à l'université du Sine Saloum et à l'université de Bambey. Bonjour encore une fois, M. Ndiaye, et je vous remercie de l'honneur que vous me faites. C'est un plaisir à la fois intense et immense de me retrouver dans cet espace de production de discours qui rend intelligibles les facteurs politiques. Je profite également de cette occasion pour remercier l'ensemble du personnel de Central FM qui est vraiment qui est en train d'abattre un travail colossal. Vraiment, encore une fois, je remercie également mon frère qui est vraiment le PDG ici, Ali Djigel. Vraiment, encore une fois, je vous remercie. Pour entrer un tout petit peu dans la situation politique du Sénégal qui est très mouvementée ces derniers temps-ci, donc il y avait plusieurs activités et plusieurs événements qui se sont déroulés cette semaine-là. Nous voulons avoir votre analyse par rapport à cette situation un peu désarçonnée. C'est une émission qui vient à point nommé et qui vraiment traduit en général la politique telle qu'elle se déploie ici au Sénégal. Tout est politique. Et donc même vouloir rendre intelligible toute l'actualité qui a marqué cette semaine-là serait un tout petit peu prétentieux de ma part. Je vais juste peut-être parler de quelques facteurs qui ont attiré mon attention, surtout par rapport vraiment comment dirais-je, au Rewmi, parce que vous m'avez invité à parler de l'actualité de la semaine. Je pense que le parti Rewmi aujourd'hui est en vue, puisque nous avons vu vraiment ces agitations dues à un dégommage au niveau de la tête, surtout d'un des ministres, Yankoba Diattara, qui a été toujours fidèle à Idrissa Seck. Okay. Ce que nous avons constaté le plus souvent, c'est que dans cette actualité, il y avait aussi la fête de l'indépendance du Sénégal. Ah ok, donc pour la fête de l'indépendance du Sénégal, nous pouvons dire que c'est une fête qui a été belle, organisée vraiment avec tout le symbolique vraiment. Et vous savez que l'indépendance, la fête de l'indépendance s'inscrit dans le cadre d'une communication politique. Et cette communication politique est de portée symbolique. C'est le profil, c'est l'enrichissement du profil symbolique pour montrer aux Sénégalais que présentement, le Sénégal vraiment est libre de ses actions et autonome. Et maintenant, du point de vue politique, est-ce que cette autonomie est une réalité? C'est ça qu'il fallait encore voir. Donc, avant même l'aspect cérémonial, il y a l'aspect du discursif, c'est-à-dire le discours du président avant, donc avec le 3 avril, qui a été un discours presque bilan, qui, de mon point de vue, a passé en revue une pluralité de ses réalisations, mais du point de vue en général symbolique, c'est en tout cas un discours orphelin de son aspect symbolique. Voilà, pour revenir encore sur ce discours-là, c'est un discours que pratiquement tous les Sénégalais attendaient. Et ils n'attendaient pas ce discours dans le sens de véritablement entendre encore le président, parce que dans le passé, avec les présidents, le discours était très attendu, très apprécié. Mais ce discours-là a une particularité, parce que les gens l'attendaient avec impatience. Selon vous, qu'est-ce qui devait... Oui, les gens l'attendaient avec impatience, parce que pour la majeure partie des Sénégalais, ils ont le sentiment que c'est le dernier discours. Et à partir du moment où c'est le dernier discours du président de la République, ils attendaient à ce qu'il se prononce de manière claire, sans équivoque, sur la problématique du mandat, qui jusqu'à présent alimente les débats. Donc, le président de la République a délibérément pris l'option de faire l'impasse sur vraiment la problématique du mandat, parce que c'est une question tellement difficile à traiter présentement.
puisque ça va créer, en tout cas au niveau de son parti, peut-être s'il se prononce clairement sur la problématique du mandat en disant que je ne peux plus me représenter, il y aura une nouvelle configuration, pas au niveau juste de la scène politique seulement, mais au niveau même de son parti. Effectivement, le président n'est pas dans les dispositions de ne pas se présenter aux prochaines séances politiques. Le président de la République, comme je l'ai dit, a presque fait un discours bilan. Un discours bilan, c'est un discours qui séduit. C'est un discours qui amène les gens à montrer que j'ai pu réussir vraiment la mission pour laquelle j'étais investi. Effectivement, un bilan, d'habitude, quand on le fait, c'est à la fin d'une mission. Oui, c'est à la fin d'une mission. D'ailleurs, c'est un discours bilan. Mais c'est juste pour montrer également aux Sénégalais, jusqu'à présent, il n'a pas encore donné une position claire sur la problématique du mandat, sur sa possibilité de se représenter ou pas, mais c'est un discours d'invitation. Vraiment, c'est un discours de séduction. C'est un discours pour rassurer les Sénégalais que je suis vraiment l'homme qu'il faut. Maintenant, il a habilement esquivé la problématique du mandat, comme je l'ai dit, parce que c'est une question aujourd'hui piège. Une question qui peut susciter une éclosion, qui va provoquer une éclosion, une fragmentation, une parcellarisation même vraiment du camp présidentiel. Parce que si aujourd'hui il se prononce de manière claire, certainement il y aura implosion, fragmentation. S'il dit que je ne peux pas me présenter, il y aura fragmentation. Donc il y aura l'inévitable fragmentation, puisque s'il se dit, chacun va essayer de nourrir en tout cas des ambitions. Mais s'il déclare officiellement qu'il va se représenter, il y aura également fragmentation, parce que il y a certains de ses collaborateurs, en tout cas, qui ne seront pas d'accord avec cette prise de décision, et cela va sonner vraiment la fin de leur compagnonnage politique. Mais par rapport à cela, il y a deux éléments qui vont nous déterminer ici. Il y a la Constitution, il y a la parole du président de la République. Pendant plusieurs temps, il est sorti pour dire que je suis à mon second et dernier mandat. Donc, ça ne devait pas poser de problème sur le plan éthique, parce qu'un président qui effectue 2 mandats de presque 12 ans, donc je pense qu'il n'a plus rien à prouver. Maintenant, s'il quitte le pouvoir, en laissant une transition politique vraiment très salutaire, il aura une renommée de ses joutes électorales. Ok. Vous avez parlé de deux choses, d'une ressource juridique et d'une ressource politique, la parole en tant que telle, qui est un appât, qui est une manière vraiment de tromper des fois. On peut tromper avec la parole. On n'est pas tenu de respecter ses paroles. Je pense qu'il y a certains qui disent que quand un politicien vous promet quelque chose, il ne faut pas croire, comment dirais-je, à ses promesses. Il faut lui imposer. Il faut lui dire, fais-moi la promesse de tenir vos promesses. Mais à part cela, ils ne respectent rien de leurs promesses. Ils ne sont pas tenus de respecter leurs promesses. Les promesses sont des moyens pour accéder à des fins. Et vous savez que la fin justifie les moyens. Vous savez que même avec Machiavel, c'est une politique qui dit que effectivement, d'habitude, c'est la fin qui justifie les moyens. Maintenant, quels que soient les moyens mobilisés pour accéder à ces fins, même s'il s'agit vraiment de dire des contre-vérités, je pense que eux, leur objectif, c'est juste d'atteindre leur fin. C'est pour cela, moi, je ne peux pas trop me fier sur les paroles vraiment de quelqu'un qui cherche quelque chose. Nous sommes une république. Oui, mais et ce qui fonde notre république, c'est la Constitution. Oui, mais donc la Constitution, voilà. C'est pour cela de parler de la deuxième dimension qui est une ressource juridique, la Constitution. Mais vous savez que la Constitution également... Pour vous lancer un tout petit peu, parce que nous sommes une population qui est majoritairement analphabète, ou bien qui ne se soucie pas trop de la question écrite ou bien de la question intellectuelle. Maintenant, si vous consultez la quasi-totalité des Sénégalais, ils se fient aux paroles du président de la République au détriment de la Constitution. D'ailleurs, quand la Constitution dit à l'article 27, il y a certains qui n'ont jamais vu la couleur de la Constitution. Oui. Pour ces gens-là, comment leur dire maintenant que le président n'a pas droit à un 3e mandat ou bien il a droit à un 3e mandat? Donc, pour nous, les populations que nous sommes, l'écrit et l'oralité se tiennent. C'est une totalité où tout se tient. Et je m'avais juste faire un rappel d'une citation de Amadou Hampâté Bâ, si je ne me trompe pas,
qui disait que quand j'écris, c'est de l'oralité couchée sur du papier. Donc, cela montre que quand il écrit, c'est de l'oralité. Donc, effectivement, nous avons une société qui donne une prégnance au pouvoir du verbe, vraiment, au pouvoir du mot, l'expression. Effectivement, la parole doit être quelque chose qui est, comment dirais-je, bien entretenu, parce que ça fait partie de notre richesse, de notre héritage, nous, en tant qu'Africains. Mais le problème, c'est que quand on écrit du point de vue juridique, on a voulu vraiment stabiliser cette parole-là par une ressource constitutionnelle. Parce que souvenez-vous que la Constitution, elle est écrite ici, mais ailleurs, elle n'est pas écrite. Si vous allez en Angleterre. Donc, cela veut dire que ici, on a voulu stabiliser et on a vraiment une Constitution. Mais la Constitution, du point de vue juridique, on peut l'apprécier également du point de vue politique. Ça, du point de vue juridique, ça dessine un champ de contraintes, des limitations, des interdictions, des possibilités, ça confère des pouvoirs, mais du point de vue également politique, c'est une ressource. Mais qu'est-ce qu'il perdrait le président de la République en renonçant à cette troisième candidature? Bon, pour l'instant, comme il ne s'est pas officiellement prononcé vraiment sur la problématique de sa possibilité de se représenter ou pas, mais ce qu'on peut dire, c'est que moi, en tant qu'analyste, je pense que du point de vue constitutionnel, il ne faut pas que les gens leurrent le reste de la population. La problématique n'est pas une problématique liée à la dimension mathématique, le nombre. On n'est pas dans une logique mathématique. On est dans une logique juridique, le mandat. On parle du mandat et non du nombre. Présentement, les gens aujourd'hui qui défendent la possibilité au président de pouvoir se représenter, qu'est-ce qu'ils avancent? Ils ont même honte de dire troisième mandat. Ils disent deuxième quinquennat. C'est juste. Vous savez qu'en politique, quand on ne peut pas changer les choses, on change les mots. Ils sont dans cette logique. Ils ne peuvent pas changer le fait que le président, s'il déclare sa candidature, il est là pour un troisième mandat. Voilà. Maintenant, comme ils ne peuvent pas vraiment, ils seront gênés de pouvoir le dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent que non, on est dans un second quinquennat. Donc, on ne peut pas changer. Alors que la Constitution, la disposition aujourd'hui qui parle de la problématique du mandat, il parle de mandat. Et après, il y a donc à la ligne pour parler maintenant de la durée. Alors que ce n'est pas une question de durée. On n'est pas dans une logique mathématique, mais on est dans une logique vraiment juridique. Au-delà de la dislocation de sa famille politique, est-ce qu'il n'y a pas un calcul tapis derrière tout cela? Parce que souvent, on parle d'un candidat un peu gênant. Si, par exemple, ce candidat s'effacerait, lui, il serait loisible de décliner, par exemple, sa feuille de route, dire que je suis ou je ne serai pas candidat. Qui? Le président? Oui, parce que déjà, la réponse à la question posée tout à l'heure, c'est la peur de voir sa famille politique disloquée. Ouais. Mais aujourd'hui, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un autre calcul tapis derrière qui l'empêcherait de se prononcer par rapport à cette candidature de trop? Mais c'est pour ça que je vous ai dit que il y aura implosion, il y aura dislocation, il y aura fragmentation, quel que soit Alpha, quelle que soit la position. Je veux dire, le calcul qu'il y a par rapport à un opposant politique. Oui, j'ai dit que il y aura toujours dislocation. Qu'ils disent qu'il va se représenter, il y aura une fragmentation parce que ses alliés, une partie de ses alliés, il y a en l'occurrence Idrissa Seck, qui, d'après en tout cas la politique qu'elle mène ou bien les actes qu'il pose, donc montre de manière ouverte qu'il n'est pas pour la présentation, comment dirais-je, la candidature du président de la République. Et cela, encore une fois, m'amène à un peu vouloir entrer dans le secret même de ces décideurs-là, qui avaient fait des compromis. Mais ces compromis, certes, on n'a pas assisté au moment où ils faisaient des compromis, mais l'histoire est en train de révéler vraiment le deal qu'il avait posé, parce que le fait de pouvoir être deuxième, second en matière d'élection présidentielle et un jour, sans que les gens le sachent, vous intégrez la mouvance présidentielle, donc cela avait suscité un tollé.
Et cela montre qu'il y avait un compromis, un deal qui avait été, en tout cas, qui avait justifié, qui était le toile de fond de leur collaboration. Voilà. Est-ce qu'on n'avait pas encore, on lui avait pas promis, et si Macky l'avait fait, bon, c'est un fin stratège. Parce qu'en politique, il ne faut pas, si vous avez la possibilité d'intégrer une pluralité, une partie de l'opposition, vous allez le faire. Même s'il s'agit même de promettre et de ne pas tenir ses promesses, il faut le faire. Macky, là, si, en tout cas, c'était le toile de fond de leur collaboration, il a réussi. C'est Idy qui sera le grand perdant. Donc là, c'est une transition. Par rapport à ça, il y avait des signes avant-coureurs. Le Thiès avait reçu le gouvernement du Sénégal en conseil des milieux décentralisés. Et à cette occasion, le président Idriss Seck s'était prononcé sur l'éventuelle posture du président de la République en lui souhaitant une sortie presque honorable. Oui, vous savez qu'en politique, on ne dit pas tout de manière claire, mais si on est dans une logique, par exemple, en Wolof, on junju. C'est ça en réalité. Il avait insinué vraiment que le président de la République est dans sa dernière candidature, donc il ne pouvait pas se représenter. Et comme je vous ai dit qu'il y avait un compromis, un deal, est-ce que on ne lui avait pas promis de prendre les rênes une fois que le président de la République se retire? Parce que lui, il avait besoin d'un appareil politique puissant. Et comme Idrissa Seck avait constaté qu'il y avait ce qu'on appelle un rétrécissement de son champ électoral, en politique, certains avaient déclaré sa mort, mais comme il croit au mythe du phénix, la capacité de se renaître de ses propres cendres, qu'est-ce qu'il faisait? Il a trouvé d'autres astuces pour se maintenir d'abord. Et comme se maintenir et disposer éventuellement d'un appareil politique suffisamment puissant pour pouvoir vraiment réaliser ses rêves, qui a toujours été vraiment d'être le président de la République. Parce que si vous l'entendez une fois parler, il avait dit que dans ma vie, je me suis toujours battu pour le chiffre 1. Aucun autre chiffre ne mérite que je me batte. Donc, sans risque de se tromper, on peut donc annoncer la fin du compagnonnage entre le président Idriss Seck et le président Macky Sall. Je dis, si Macky confirme sa candidature, il y aura fragmentation maintenant de la part de l'opposition. S'il confirme, il y aura, s'il ne confirme pas, il y aura fragmentation au sein de la majorité présidentielle parce qu'il y aura des ambitions. Amadou Ba va dire également qu'il va se présenter, qu'il va disposer de cet appareil. Il y a également Abdoulaye Daouda Diallo ou bien d'autres, par exemple, qui sont légitimes également de pouvoir vraiment remplacer le président. Au compagnonnage avec Idrissa Seck, vous pensez que... Non, avec Idrissa Seck, je suis convaincu que, vous savez, en politique, on ne doit pas, l'analyste politique n'est pas un divin, ne dit pas des choses qui vont inéluctablement, en tout cas, se passer comme ça, se dérouler comme ça, mais c'est juste parce que, vu les actes posés par Idrissa Seck, avec son ancien collaborateur, fidèle collaborateur Yankoba Diattara, qui s'est prononcé sur une question de la candidature et qui a conféré même, qui a donné la possibilité à Macky de pouvoir se présenter. Le lendemain, il n'a pas attendu. Donc, pour travailler, pour digérer cette question, il a pris un acte de destitution vraiment immédiate qui est tombée vraiment de manière inattendue. Donc, cela montre que lui, si Macky, et c'est une communication, il est également dans une logique de communication. Parce que Macky sait que du point de vue électoral, quel que soit Alpha, même si par des astuces, il se déclare candidat et qu'il y ait une confirmation au niveau du Conseil constitutionnel, vu l'échiquier politique et les dernières élections, il ne peut pas avoir 40%. Et si il avait moins de 45% avec Idrissa Seck, sans Idrissa Seck, il aura moins de 30%, il aura peut-être comme Abouad de 35%.
et il sera vraiment battu de manière lamentable, de manière à ce que, en tout cas comme ce fut le cas avec le président Wade. Voilà, maintenant parlant de politique aussi, nous nous sommes attardés un tout petit peu sur le cas Idrissa Seck, comme si Idrissa Seck aussi occupait une place importante sur l'échiquier politique. Mais aujourd'hui, le schéma qui se présente, la configuration de l'échiquier politique au Sénégal, il semble avoir un système bicéphale avec tout simplement deux formations qui sont en vue. Même parlant de deux formations, on parlerait de l'APR et de Yewwi Askan Wi. Mais en réalité, c'est Macky Sall face à Ousmane Sonko. Quelle lecture vous faites de cette configuration politique? Bon, c'est vrai que avant de dire, parce que vous me dites que Idrissa Seck est moins important, mais il est important parce qu'il est un allié du président de la République et son divorce pourrait vraiment encore être fatal au président de la République. Donc c'est pour cela qu'il a intérêt également à le garder. Donc ce qui revient à amener toujours un système bicéphale avec tout simplement sur l'échiquier politique deux camps seulement qui s'opposent. Ok. Bon, parler de système bicéphale, c'est un peu d'une configuration sous le mode bicéphale serait beaucoup plus, en tout cas, moi je serais moins enclin à aboutir à cette analyse parce que aujourd'hui il y a d'autres vagues qui vont, il y avait troisième vague, il y a également le Parti libéral, donc qui n'a pas encore dit son dernier mot, qui peut en tout cas refaire surface, mais pas comme ce fut le cas avec une force de frappe assez importante, mais qui peut encore jouer, contrer parmi les acteurs. Donc on peut avoir une configuration plurielle, multiforme, multidimensionnelle, où jusqu'à présent, aucune partie ne peut se dire que je suis vraiment au devant de la scène. À part peut-être Yewwi Askan Wi qui est dans une étoile, qui est une étoile montante, effectivement, et comme il y a une étoile montante, mais au niveau également de Yewwi Askan Wi, il y a la problématique de leadership. Parce que, à part le leadership de Sonko, aucune autre personnalité politique au niveau de Yewwi Askan Wi ne peut avoir l'aura de Sonko. Donc ils ont la majeure partie aujourd'hui des maires qui ont été élus au niveau de Yewwi Askan Wi l'ont été parce qu'ils ont eu l'onction de Sonko qui s'est investi, bien que n'étant pas candidat, n'étant pas accepté sur les listes électorales. Donc vous avez vu. Donc présentement, on peut bel et bien dire que il y a vraiment une pluralité de partis, une pluralité de coalitions qui structurent, qui participent à la configuration du jeu électoral, tout en ayant au moins, comme vous l'avez dit, deux qui sortent du lot. Donc cela ne veut pas dire qu'il y a une approche dichotomique, une approche binaire, une approche dualiste, mais il y a une pluralité d'acteurs, certes. Le président, donc l'APR, est toujours, parce que c'est un parti au pouvoir, et ici en Afrique, si on est parti au pouvoir, on bénéficie de l'appareil étatique pour se donner de la visibilité. Mais Yewwi Askan Wi a beaucoup plus présentement de chances si, en tout cas, il n'y a aucun problème au niveau, en tout cas, de la candidature de Sonko, parce que moi, je pense que je suis fermement convaincu qu'il sera candidat et il n'y aura pas de problème. Parce que, bon, il n'y a pas, en tout cas, nous, on n'a pas encore vu, en tout cas, de preuves suffisantes pour pouvoir l'incriminer ou l'empêcher d'être candidat. Donc, ce qu'on peut retenir, il y a une nouvelle configuration du jeu électoral avec, ceux qui ont voulu être troisième vague l'ont tenté avec les élections législatives et ils se sont rendus compte que ce n'était pas une vague. C'était juste des intellectuels, alors qu'ici, les intellectuels ne sont pas trop... en tout cas, la légitimité n'est pas seulement une légitimité ascendante, descendante plutôt, mais c'est une légitimité ascendante, c'est-à-dire qui part du peuple, mais pas des compétences pour s'exercer au peuple. Parce que tout à l'heure, on a mis l'accent sur deux candidats principalement, mais il y a des forces dormantes. Le cas Khalifa Sall et le cas Karim Wade. Parce qu'il y a le poids de la justice qui les empêche maintenant de s'afficher. Mais on les voit souvent sur le terrain en train de battre campagne pour éventuellement se présenter à une candidature possible en 2024. Maintenant, pensez-vous que ce sont aussi deux candidats qui peuvent encore bouleverser un tout petit peu la tendance qui se dessine actuellement? Bon, présentement, je suis en tout cas moins enclin de dire qu'ils peuvent vraiment bouleverser.
il peut participer, pas de manière du point de vue juridique, parce que jusqu'à présent, vu les dispositions juridiques, il ne peut pas se présenter. Donc, il peut participer vraiment à faire élire. S'ils donnent des orientations, si ils mettent au profit leur appareil politique au service d'un candidat. Comme ce fut le cas avec Khalifa Sall, Yewwi Askan Wi. Donc, vous avez vu. Donc, il n'avait pas la possibilité de se présenter, mais il a mis vraiment ses hommes et également son appareil politique au service de cette coalition. Ils peuvent donc, de manière ou d'une autre, politiquement, participer à ces élections. Politiquement, mais juridiquement, jusqu'à présent, ils n'ont pas cette légitimité de pouvoir participer, cette légalité. Khalifa, ces derniers temps-ci, est en train de tâter le pouls des Sénégalais. Récemment, il a été à Tambacounda, puis à Touba. En tout cas, il n'est pas sur place. Il est en train de faire le tour du Sénégal, comme si on lui a mis la puce à l'oreille, lui disant qu'il peut se présenter comme candidat en 2024. Bon, effectivement, c'est normal, c'est une personnalité politique. Il a le droit d'aller à la rencontre de ses militants où il se trouve au Sénégal. Mais je pense que le Khalifa, avant vraiment son emprisonnement, n'est plus le même. Du point de vue politique, le Khalifa que polarise jusqu'à présent certaines affinités politique, mais je pense que la majeure partie de ces hommes aujourd'hui sont sous l'ombre de Sonko. Mais il est en bonne posture parce qu'à côté de Khalifa, nous voyons Barthélémy Diaz, nous voyons Moussa Tine, d'autres ténors aussi de la politique sénégalaise. Oui, effectivement, peut-être Moussa Tine, c'est un intellectuel vraiment qui est quelqu'un, on peut rien lui reprocher du point de vue politique, mais il n'est pas trop bien connu du Sénégalais lambda, peut-être des intellectuels, parce que c'est un intellectuel de haute facture, vraiment très cohérent, très pertinent quand il parle, mais les Sénégalais ne le connaissent pas. Les Sénégalais, présentement, vous demandez à un maire, vendeur d'arachides, qui est Sonko, ils vous disent. Donc, la politique, ce n'est pas une question d'intérêt. Tout à l'heure, je vous ai dit que ce n'est pas une question de légitimité descendante, c'est-à-dire de légitimité par les compétences. Mais c'est une légitimité ascendante qui part du bas vers le haut. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la personne qui polarise cette légitimité, c'est Ousmane Sonko. C'est Ousmane Sonko. Mais pour revenir encore sur cette question de Ousmane Sonko, nous avons vu un moment que le PDS semble se démarquer un tout petit peu de la cause de Yewwi Askan Wi. Oui, bon, vous savez que le PDS joue également une position un peu floue, parce que le PDS ne veut pas également être phagocyté par la machine électorale de Yewwi Askan Wi, parce que son compagnonnage avec Yewwi Askan Wi risque de lui être fatal, parce que Yewwi Askan Wi, avec, comme je l'ai dit, la personnalité de Sonko qui attrape tout sur son passage, donc le PDS veut éviter le risque d'être phagocyté, parce que le PDS est un parti acéphale, sans tête, et comme un parti sans tête, la nature a horreur du vide. Les gens vont se rappeler. Ne pensez-vous pas que c'est le parti lui-même qui a creusé sa propre tombe en attendant un candidat qui, entre guillemets, a fui le pays depuis un certain temps? Oui, je pense que c'est ça, et ça arrange vraiment le parti au pouvoir, Macky Sall. Je pense que la position qui n'est pas une position affirmée, une position attentiste du PDS, vraiment a profité beaucoup à Macky Sall. Et le PDS, présentement, sa position, qui est une position neutre, on ne sait pas parce qu'on ne les entend pas trop, parler, etc. Et je vous ai dit tout à l'heure, on avait parlé de cette problématique du mandat électoral, mais je vous ai dit qu'il y a également, troisième vague, la position du PDS. Vous savez que le PDS est malaisé de se prononcer sur cette question, parce que si aujourd'hui le Sénégal a hérité de ce problème, c'est à cause du PDS. On ne peut pas vouloir défendre la même position 10 ans avant, revenir sur cette position.
Cela veut dire que c'est pour cela ils sont. C'est très rare d'entendre un acteur du PDS se prononcer ouvertement en disant que Macky ne peut pas se présenter. Macky se présentera. Il y aura un mal avec l'opposition. Ce qui fait qu'on a une opposition au sein de l'opposition. Parce que quand le Parti démocratique sénégalais, qui est connu comme un parti phare dans l'échiquier politique du Sénégal, refuse de se prononcer sur une question très sensible, cela veut dire que est-ce que le parti ne serait pas de mèche avec le parti au pouvoir? D'autant plus qu'avec ce qui a sorti Mimi Touré de l'Assemblée nationale, il y a la main du Parti démocratique sénégalais dedans et d'autres actes aussi posés qui montrent que vraiment entre le Parti démocratique et l'APR, il n'y a pas le feu là-bas. Oui, parce que le PDS, d'abord, avait vraiment une dent contre Mimi Touré. Parce que si aujourd'hui, leur potentiel candidat est écarté, c'est à cause de Mimi Touré. Non, mais avant Mimi Touré, il y a l'APR d'abord. Parce que Mimi Touré, quand on posait des problèmes à Karim Wade, Mimi Touré était dans un appareil. On ne peut pas condamner aujourd'hui Mimi Touré et être de mèche avec... C'est ce que je dis, que c'est ça où Macky Sall a réussi à amadouer vraiment le PDS. Parce que le PDS... aujourd'hui, si Karim ne s'est pas présenté ou bien a été écarté des listes, la faute n'incombe pas presque à cet appareil, mais à une personne. C'est qu'ils ont personnalisé vraiment cette sanction autour de la personne de Mimi Touré. C'est pour cela qu'ils étaient tellement contents que Mimi soit écarté pour montrer qu'ils ont pour un esprit vindicatif. Mais ce qu'il faut retenir par rapport vraiment au PDS, je pense que le facteur le plus important, c'est que c'est le gène. Ils ont une gêne, ils ont une gêne de pouvoir se prononcer sur une question qui a été débattue et qui a suscité la mort de certains Sénégalais avec Wade qui s'est présenté pour un troisième mandat. Parce qu'on est en phase à peu près, c'est le même scénario qui se représente. Et eux, ils avaient défendu. Donc, c'est effectivement, Abdoulaye Wade avait la possibilité de se représenter. Donc, si aujourd'hui, parce qu'il ne dispose pas d'un appareil étatique, d'un appareil politique, qu'ils défendent une position contradictoire, on va leur dire que vous foutez des gueules des gens. L'APR qui esquive, je vous ai dit tout à l'heure, la problématique du mandat, qui ne parle plus de mandat. Parce que si parlez de mandat, vous allez parler de troisième mandat. Le plan de la paix a été très clair. Et il l'a cité, il l'a expliqué plusieurs fois en utilisant même des images telles que la prière de Hit, qui la première raka c'est 7, deuxième c'est 5, mais dans tous les cas c'est 2 mandats. Mais sur le plan aussi des lettres, nul ne peut. Donc à ce nul-là, je ne pense pas que ça puisse écarter un candidat. Le problème majeur, c'est que si l'affaire est porté au niveau du Conseil constitutionnel, ils peuvent vraiment prendre une position en disant qu'il y a de l'existant d'abord. Donc, c'est le même cas qui s'est présenté et lui donner la possibilité de se représenter. Ce n'est pas une question donc pour moi juridique, c'est une question politique. Parce que effectivement, lui, il est convaincu dans son fort intérieur qu'il ne peut pas se présenter. Mais vous savez que le pouvoir, quand on investit le champ du pouvoir, on a du mal à se retirer avec le cœur. Et c'est ça, en général, avec gaieté de cœur. Donc, c'est ça qui fait qu'il y aura d'autres acteurs qui vont l'en empêcher, qui vont dire coûte que coûte que tu pourras te représenter. C'est le même cas avec Wade qui s'est produit et le Conseil constitutionnel avait tiré donc, en faveur. Donc, je pense que le facteur le plus déterminant aujourd'hui, c'est la synergie des acteurs, de l'effort, de la pression de la société civile, des acteurs politiques, du système international. Tout cela peut lui amener vraiment à revenir à cette décision, à retirer sa possibilité, ou bien, sa volonté, son souhait de se représenter. Mais lui-même, il est convaincu qu'il ne peut pas se représenter. Il l'a dit, et au moment où il disait cela, il le disait avec conviction. Donc ces gens-là, ils croient dur que Macky ne pourra pas se présenter. Mais ce que nous constatons, ce sont les gens qui sont venus se greffer encore à l'appareil, qui défendent sur tous les plateaux que nous voyons. Oui, parce qu'ils ne veulent pas perdre certaines prérogatives.
le pouvoir, ça confère des avantages, des prérogatives. Et quand on a, je pense que si on a la chance d'investir le champ du pouvoir, vraiment, rares sont les acteurs qui sont prêts à quitter avec gaieté de cœur. Puisque nous sommes à Thiès aussi, c'est le même constat que nous faisons aussi, parce qu'au début, il y avait des militants qui étaient très accrochés à la cause du président de la République, mais on a senti un recul. Aujourd'hui, ceux qui occupent la scène, ce sont ceux qui sont venus s'ajouter encore à ce mouvement-là, comme des mouvements de soutien au président de la République. Et à Thiès, on voit qu'il manque un leadership au niveau de tous les partis même. Ce n'est pas tout de la PR, mais de tous les autres partis. L'électorat de Thiès, il faut l'apprécier sous forme pas consumérique, mais écologique. C'est-à-dire, c'est les types d'électeurs en sociologie électorale. On nous parle donc de l'électeur consumérique, de l'électeur qui utilise sa raison en fonction de ses intérêts, etc., de l'électeur écologique qui donne son adhésion en fonction de ses affinités régionales, de ses affinités ethniques, de ses affinités. Mais ici, l'affinité n'est pas ethnique, l'affinité n'est pas autre chose, mais autre chose que régionaliste. Donc, à Thiès, ils ont ce sentiment de vouloir se regrouper autour de quelqu'un. Ce fut le cas avec Ousmane Ngom, avec également le maire Ousmane Ngom, je dis maire Ousmane Ngom, également avec Boubacar Sall, vraiment qui avait polarisé une sympathie tellement vraiment importante. Après Boubacar Sall, il y a Idrissa Seck. Mais on a pu constater que depuis pas mal de temps, il y a l'effondrement, il y a l'effritement. Je ne dis pas l'effondrement parce que jusqu'à présent il était, mais à part ces dernières élections où il a su en tout cas intégrer le dispositif gouvernemental, lui a été très fatal parce qu'il a même perdu sa légitimité au niveau des Thiessois. Jusqu'à présent, il a eu une capacité de mobiliser, mais jusqu'à présent, il a laissé vraiment également Thiès, une ville est devenue une ville orpheline d'une personnalité qui polarise, qui fédère les Thiessois autour d'une seule personne, presque la majorité des Thiessois. Jusqu'à présent, aucun leader politique ici à Thiès ne peut prétendre aujourd'hui polariser la sympathie de la majeure partie des Thiessois, des 3/4 des Thiessois. Mais peut-être avec Yewwi Askan Wi, on peut vraiment avoir, mais jusqu'à présent, Yewwi Askan Wi, il n'y a pas encore quelqu'un qui peut, parce que Yewwi Askan Wi étant donc une coalition qui regroupe une pluralité de partis, et il y a le maire Ousmane Diagne, il y a le maire Birame Souleye, il y a le maire Babacar Diop, etc., le maire de ville, mais parmi tous ces maires aujourd'hui, je pense que s'il y avait une personne qui peut avoir la possibilité de polariser vraiment aujourd'hui la sympathie des Thiessois, serait Birame Souleye. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Birame Souleye en tant que tel, mais c'est l'appareil dont il dispose, son parti, Sonko. Aujourd'hui, si vous avez trop d'affinités avec, si vous êtes de PASTEF, c'est le parti qui s'est formé il y a pas presque 10 ans ou à peine 10 ans, mais qui parvient à s'imposer, à vraiment quitter les esprits et venir se loger dans les cœurs. Et Birame Souleye, comme étant de ce parti, a beaucoup plus de chance parce qu'il va bénéficier vraiment de la sympathie prêtée à Sonko pour pouvoir vraiment également se hisser au-dessus de cette scène. Mais est-ce que cela suffit pour baromètre, pour mesurer la dimension du cadre? Parce qu'en matière de réalisation, nous avons vu maintenant que Thiès a changé de visage avec le maire Dr Babacar Diop. L'éclairage public est là. Vous allez à la place je ne vais pas appeler la place de France, mais à la promenade des Thiessois, l'image de Thiès a considérablement changé. Maintenant, si on peut penser en termes de réalisation, est-ce que le Babacar Diop, avec sa formation politique FDS, n'est pas encore
en train de bousculer la hiérarchie à ce niveau? Non, je pense que non. Babacar, c'est une personne vraiment intègre, autant que je sache. On a fait vraiment le lycée ensemble, on a eu le bac la même année. Moi, j'étais parti à l'université Saint-Louis, et lui à Dakar avec les autres, bon, des anciens camarades de classe, Hassan Khan, etc. Donc, je sais qu'effectivement, lui, il est animé de bonne foi. Il est dans une logique vraiment de mener une politique en fonction des valeurs. Vous savez que lui, il a des mains propres, mais en réalité, pour toucher le peuple des Sénégalais, il ne suffit pas seulement de réalisation. Sonko aujourd'hui gagne, par exemple, beaucoup de choses, beaucoup d'affinités à Thiès, mais il n'a pas exercé un pouvoir qui impacte directement sur les Thiessois. C'est que la question politique, d'adhésion politique, de légitimité politique va au-delà, transcende les questions rationnelles et investit le champ affectionnel, le champ affectif, le champ des représentations. Tout cela doit être... Vous savez que la politique n'est pas aussi facile à appréhender, ou bien surtout l'adhésion à un projet politique n'est pas seulement, ne s'adosse pas sur des réalisations seulement, mais ça s'adosse sur autre chose également, sur des affinités. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a des électeurs affectifs et des électeurs consumériques, donc écologiques, et des électeurs consumériques. Pour les personnes qui votent consumériques, par exemple, qui votent en fonction des intérêts, des réalisations d'un programme, là, il n'y a pas de problème. Ils pourront se ranger jusqu'à présent. Mais Babacar Diop ne dispose pas jusqu'à présent d'un appareil d'envergure nationale. Il est juste dans un coin, mais il a une légitimité parce que c'est un intellectuel, également de haut niveau. En plus de cela, il est connu comme quelqu'un d'intègre. Mais contrairement vraiment au parti qui a un ancrage territorial, national, là, si vous bénéficiez de ce parti, si vous avez l'onction de ce parti, vous avez beaucoup plus de chances de vous en sortir. Vous savez que si on prend le cas de Guédiawaye, vous savez, Alioune Sall, c'est lui qui l'a détrôné, c'est Ahmed Aïdara. Mais Ahmed Aïdara, à lui seul, ne pouvait pas le dégommer. Mais c'est à cause de... Peut-être il a fait des réalisations là-bas. Mais ce ne sont pas les réalisations qui dictent l'adhésion, qui conditionnent l'adhésion, qui provoquent l'adhésion, mais ce sont... Il y a ça, mais la majeure partie des Sénégalais votent en fonction des affinités. Pour confirmer cela, au passé Zasseni aussi, ils ont élu un candidat qu'ils n'avaient pas connu dans le passé. Mais est-ce que cette même situation ne se retrouve pas au niveau de l'APR ici à Thiès? Parce que l'APR se cherche. Parce qu'actuellement, on parle d'Abdoulaye Dieye. À Diakhao, il y avait Habib Niang, je crois. Et un peu partout, il y a des voix qui se lèvent. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, celui qui occupe le terrain, c'est Abdoulaye Dieye de Siggi Jotna. Oui, Abdoulaye Dieye, il occupe parce qu'il occupe une position stratégique. Vous savez que ici, si vous avez une position stratégique, vous avez beaucoup plus de chances d'être plus vu. Comme je l'ai dit, en politique, il faut être bien vu, bien connu, bien entendu. Il est bien vu, bien connu, bien entendu. Mais la configuration du jeu électoral thiessois est très complexe. Vu aujourd'hui la machine électorale de Idrissa Seck qui risque vraiment de créer une nouvelle donne. Si Idrissa Seck se désolidarise de ce projet politique de l'APR, vraiment l'APR sera mis en minorité de manière lamentable. Parce que les Thiessois, en tout cas tels que nous les connaissons et les discussions que nous entretenons avec la plupart, vraiment ici à Thiès, c'est en réalité une ville d'opposition. Une ville de refus, une ville de Niani, Bagna. Que reste-t-il du PDS qui avait fait de Thiès son bastion? Parce que que reste-t-il du PDS qui avait fait de Thiès son bastion? Parce qu'aujourd'hui à Thiès, comme si on a l'ombre du PDS. Je salue au passage Soukaina qui est en train de vouloir réanimer la flamme, mais à Thiès, quasiment, on ne parle plus du PDS. Non, le PDS, du point de vue en tout cas des Thiessois, est un parti mort, enterré.
c'est un parti qui ne pourra pas renaître de ses cendres. Aujourd'hui, la jeunesse thiessoise s'identifie à un nouveau projet politique. Un nouveau projet politique beaucoup plus séduisant et qui tâte le poulpe des Thiessois parce que, comme je l'ai tantôt dit, le Thiès, du point de vue socio-historique, Thiès est une ville de refus. Et c'est une ville de refus, c'est une ville, comme je l'ai dit, de Niani Bagna. Et cette ville de refus va aujourd'hui avoir un cadre approprié, en phase avec vraiment cet esprit de refus qui est un refus du colonialisme, du projet colonial, un refus vraiment de la domination des autres, un refus et une volonté vraiment de redistribuer les cartes vu la nouvelle configuration et les nouvelles ressources géopolitiques, le pétrole, les mines, etc. Et Thiès est une ville minière. Mais jusqu'à présent, il faut que les Thiessois sentent cela. Et comment? En faisant quoi? En donnant la possibilité à quelqu'un qui va également vraiment, qui est en phase avec eux. C'est pour cela, je pense que moi, ce que je dis, que pourquoi Sonko a pu faire, en tout cas, surface, à s'imposer, parce que il a pris les véritables enjeux et il les a mis au devant de la scène. Le Sénégal, c'est très rare de parler au Sénégal d'un débat autour du pétrole, autour des ressources minières, autour des gisements, par exemple, à Kédougou, dans les autres. Mais ici, le débat politique était un débat politicien, où on ne parlait que des choses qui n'ont rien à voir avec la véritable problématique du développement. Mais c'est à cause aujourd'hui de l'insertion et de l'intégration de ces problématiques majeures capables de booster le Sénégal vers les pays les plus en vue du point de vue du développement que, en tout cas, un parti comme PASTEF plutôt, s'est imposé. Voilà, mais maintenant, pour parler de ville de refus, si nous remontons un tout petit peu la chaîne, on a constaté qu'en 1988, Abdou Diouf avait jeté à la figure de la jeunesse thiessoise, jeunesse malsaine. Effectivement. En 1999, les Thiessois avaient accompagné Abdoulaye Wade depuis l'entrée jusqu'ici. Donc tout ça en attendant des opposants. Oui. Mais les derniers événements qu'on a vus, c'est le président de la République, le parti au pouvoir, qui est acclamé, accueilli avec une foule incommensurable ici à Thiès. Bon, cette foule-là, c'est pas en réalité vrai, ça ne traduit pas la réalité. Ici, on sait que pour avoir organisé un meeting bien rempli, on sait comment ça se passe ici. Il y a le clientélisme. Vous savez que le clientélisme, c'est le rocky me rocan, c'est-à-dire le give and take en anglais, le give and take. C'est-à-dire, vous leur donnez, en échange à leur présence, vous leur donnez de quoi? Ici, c'est d'habitude, c'est comme ça. Vous savez que pourquoi aujourd'hui, quand on est au pouvoir, on a la capacité de pouvoir mobiliser, bien que c'est une mobilisation artificielle, parce que on dispose de moyens et que en sciences politiques, on nous dit qu'il y a la stratégie du Starling, c'est-à-dire le give and take. Le modèle du Big Man, l'accumulation des ressources et la redistribution. Si vous ne redistribuez pas, vous n'allez pas, en tout cas, bénéficier, vous n'allez pas pouvoir mobiliser. Et je pense que tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de Abdoulaye Dièye, et c'est quelqu'un présentement qui est connu comme quelqu'un qui mobilise, qui donne beaucoup, vraiment, et c'est ce don-là et de contre-don. Il y a la stratégie du don et du contre-don. On dit souvent que la nature aussi a horreur du vide, parce que comme si Thiès est une zone interdite à l'opposition, la dernière venue de Sonko, je pense que ça remonte aux élections locales. Donc, comme si le terrain est laissé vide. Non, on a juste que vous savez que quand on est comment dirais-je quand on comprend la configuration de Thiès, on n'a pas besoin de ces mobilisations. Les Thiessois, on connaît comment ils votent d'habitude. Ils votent de manière majoritaire et dans un comment dirais-je pour un parti. Et tout à l'heure, vous avez
évoqué la presque inexistence du PDS. Vous savez que PDS, les Thiessois ne peuvent pas pardonner au PDS le divorce entre Wade et Idrissa Seck. Donc c'est Idrissa Seck en réalité qui est la première à rendre orphelin le PDS vraiment de ses sympathisants thiessois. Après cela, après Idrissa Seck, quand Idrissa Seck a rejoint la mouvance présidentielle, c'est là où on peut parler de vide. Et ce vide, présentement, si on se réfère aux dernières élections qui constituent un baromètre, on peut dire que ce vide est en train d'être comblé par maintenant Yewwi Askan Wi. Présentement, qui est la personne maintenant qui va polariser? C'est ça la problématique majeure. Voilà, maintenant, la situation politique semble désintéresser certains Sénégalais. Aujourd'hui, on parle de la révision des listes électorales, mais on n'a pas senti de rush au niveau de ces lieux-là. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour mieux sensibiliser les Sénégalais, les imprégner à la question politique pour qu'ils puissent aller vers l'inscription sur les listes électorales afin d'élire démocratiquement leur président? Moi, encore une fois, je pense que pour les Thiessois, parce que presque la majeure partie des Thiessois qui sont majeurs, disposaient vraiment d'une carte électorale. C'est pour ça eux, ils ne sont pas concernés. C'est pour les primo-votants, ceux qui ont même 17 ans et qui sont nés avant qui auront 18 ans avant les élections du 26 février. Donc eux également ils sont concernés. Il faudra encore une fois que les partis politiques partent même des bouches à oreille. Il faudra également que l'État participe parce que là c'est la responsabilité de l'État. Mais attention, parce que avec des publicités au niveau des télévisions. Par rapport à ça, il y avait un groupe qui s'était levé pour sensibiliser les Sénégalais à aller s'inscrire sur les listes électorales. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés tous en prison. Oui, vous savez que le Sénégal, c'est ça que je vous dis, que nous avons vraiment un jeu électoral, un jeu politique qui n'est pas, en tout cas, qui ne s'adosse pas sur de la démocratie. Parce que normalement, la démocratie aurait dicté que la chaîne nationale qui aussi appartient aussi bien à tout le monde de faire des publicités pour inciter les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales. Et ceux qui avaient également des cartes d'identité sur lesquelles il y avait non inscrits sur les listes électorales, c'est une occasion pour eux d'aller se faire inscrire sur les listes électorales. Et les changements aussi de lieu de vote. Les changements de lieu. Mais ici, réellement, les changements de lieu de vote, ça existe, hein, mais bon, présentement, je pense que ici, à Thiès, ça existe, hein, mais ça peut ne pas être trop important comparé vraiment aux primo-votants et également parce que nous avons une population relativement jeune, aux primo-votants et également aux gens qui disposaient d'une carte d'identité nationale sur lesquelles étaient inscrits, non inscrits sur les listes électorales. Oui, tout à l'heure vous avez évoqué la chaîne nationale pour diffuser l'information, mais il semble qu'aujourd'hui sur le terrain, c'est l'opposition qui fait cette sensibilisation-là, comme si ils ont une intuition, leur disant qu'ils sont en pole position pour pousser les Sénégalais à aller s'inscrire sur les listes électorales. Les partis de l'opposition ont ce sentiment, ont cette intuition d'être vraiment dans le cœur de cette jeunesse. Et le parti au pouvoir, pour eux, n'a pas intérêt à ce que les jeunes s'inscrivent massivement parce que c'est pas une question en réalité, c'est juste une question politique parce que quand il y a un renouveau générationnel, après 10 ans, même tu changes, même ta carte d'identité, après 10 ans, on la change. C'est que après 10 ans, le parti au pouvoir est frappé d'érosion de légitimité, d'érosion, d'effritement de sa légitimité. Et cette érosion-là, si vous êtes sûr qu'il y a un renouveau générationnel qui ne vous sera pas favorable, vous serez moins enclin également à les encourager à aller vraiment s'investir massivement. Mais pour revenir à une situation de stabilité, M. Gueye qui est enseignant, quel message il peut maintenant transmettre à cette jeunesse-là pour qu'ils puissent être conscients des enjeux politiques, éviter la violence et de cultiver le civisme et la citoyenneté? Je dirais qu'en politique, le mode le plus sûr
d'accéder vraiment aux positions stratégiques et également de pouvoir briguer le mandat, c'est par les urnes. Parce qu'il y a les légitimités, les 3 formes de légitimité weberienne, définies par Weberienne, la légitimité historique, la légitimité charismatique et la légitimité légale rationnelle. La légitimité historique dit que si, par exemple, quelqu'un a une légitimité historique, avait fait quelque chose, ou bien ses grands-parents, etc., je pense que pour ces acteurs, en réalité, aucun ne dispose d'une légitimité historique parce que c'est lié à l'histoire, etc. Mais, par exemple, si vous êtes famille d'un roi, etc., vous avez une légitimité historique. Peut-être vous n'êtes pas... Il y a des gens qui dirigent, par exemple, des marabouts, par exemple, qui peuvent aujourd'hui diriger leur confrérie, mais qui n'ont pas de légitimité, qui n'ont que la légitimité historique parce qu'ils sont les plus âgés, etc. Voyez. Mais donc la légitimité historique, la légitimité charismatique, c'est le pouvoir de convaincre, de séduire, également de susciter l'adhésion par le charisme. Il y a certains qui en disposent, il y a d'autres qui n'en ont pas. Il y a la légitimité légale rationnelle, qui est la légitimité par la voie des urnes, conférée aux urnes, par les urnes. Donc ici, encore une fois, il faut privilégier cette 3e forme de légitimité, les urnes. Et comme les urnes, cela montre vraiment l'intérêt que les Sénégalais, surtout la jeunesse, doivent accorder vraiment à la détention d'une carte électorale. Voilà, maintenant la jeunesse cherche, et la jeunesse cherche un leader charismatique comme vous dites. Mais nous avons vu que la nature du discours, elle est très violente. Des fois, on entend gatsa, massa. Des fois, des tons encore beaucoup plus violents. Si vous aviez un message à lancer à ces aspirants au pouvoir, et quel message le direz-vous? Vous savez, M. Ndiaye, je vous dis que vous avez un peu la malchance de devoir inviter quelqu'un qui enseigne également la géopolitique. Et quand on enseigne la géopolitique et qu'on est dans une logique purement réaliste, les réalistes disent et qui adhèrent même à cette position réaliste, que un réaliste va encourager Macky Sall, encore une fois, à mobiliser des mesures tellement, en tout cas, drastiques pour parvenir à ses fins. Mais également, Gatsa, qui a été donc évoqué par Sonko, également, il a sécrété une stratégie contre-réaliste. Parce que seule la force arrête la force. Donc, il sait que son problème, du point de vue n'est pas du point de vue juridique, mais c'est un problème politique. Et c'est un problème politique dû à la mise en œuvre d'une machine réaliste, je dis réaliste. Donc, parce que les réalistes, je ne veux pas, présentement, si une autre émission, on va parler vraiment de l'aspect réaliste, parce que quand je le dis, il y a les gens qui ne comprennent pas, qui vont dire que effectivement, on incite les gens à aller entrer en conflit, etc. Mais en réalité, si on a 2 possibilités, si on adopte une posture réaliste. Les réalistes disent que il est mieux, pour comme à l'image de Machiavel, pour un prince, le dirigeant, l'homme politique, d'être craint que d'être aimé, s'il ne peut être les 2 à la fois. Donc, il va inciter le président de la République à mettre en œuvre une machine coercitive pour broyer, écraser, anéantir l'opposition, mais l'opposition également, ayant cette intelligence, va également inciter les gens à mobiliser, va instrumentaliser à des fins de résistance. Et cette capacité de résistance-là va est un facteur génératrice de violence. Et je l'ai dit, je le répète, la violence surgit quand l'ego n'arrive plus à négocier son rapport avec l'altérité, outre que par la crainte et le rejet. Et donc, encore une fois, pour pouvoir pacifier, ce n'est pas pacifier la jeunesse, c'est juste inciter les 2 camps à ne pas mettre en œuvre une politique réaliste. Parce que le réalisme, ça transcende vraiment. Et c'est ça en réalité. Ce sont les choix politiques qui dictent vraiment l'humeur, qui donne des émotions, qui suscite des émotions. Mais si aujourd'hui, au niveau des 2 camps, surtout le camp du pouvoir, qui a une machine coercitive en même temps, qui a une capacité de pouvoir nuire, de pouvoir
contraindre, mais l'opposition qui ne dispose que du pouvoir de convaincre, le soft power, alors que le hard power, donc c'est le pouvoir en tant que tel qui le dispose. Donc l'opposition face à cela, la meilleure façon vraiment de pouvoir se maintenir, c'est de sécréter une politique de résistance. Et cela, encore une fois, n'arrange personne. Encore une fois, il faudra que le jeu soit beaucoup plus lisible, qu'on donne la possibilité aux acteurs de pouvoir investir, de pouvoir participer sans problème, mais que la machine étatique également cesse d'adopter une politique réaliste. Merci Michel Gueye. Nous sommes à la fin de notre émission. Ce fut un plaisir de vous accueillir sur ce plateau et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une autre émission. Merci encore une fois, le plaisir est partagé. Chers amis auditeurs de la 107.1, c'était votre émission C'est Politique qui revient chaque dimanche de 11h à 12h. Donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah.